Grand 2. Qu'est-ce qu'un monopole? Alors, on commence par le 2.1, définition et forme de l'oligopole. Donc la définition de l'oligopole, elle est très simple aussi, c'est un marché. Donc définition de l'oligopole, marché qui se caractérise par la présence. Marché qui se caractérise par la présence de quelques demandeurs ou quelques offreurs. Marché qui se caractérise par la présence de quelques demandeurs ou quelques offreurs. Donc, on est passé du monopole où il y a un vendeur à un oligopole avec plusieurs, plusieurs, pour s'en souvenir. Et ici, donc, l'atomicité des agents n'est pas non plus respectée. Vous vous rappelez, l'atomicité des agents, c'est le fait qu'il y ait une multitude d'offreurs et de vendeurs. Là, c'est pas le cas, il n'y en a que quelques-uns. Quelques-uns, ça peut être quelques dizaines aussi. C'est pas forcément un ou deux, enfin un, ce serait monopole, deux, ce serait duopole, mais ça peut être 5, 6 ou même 10, 12, c'est pas beaucoup, au vu de la multitude que réclame la concurrence pure et parfaite de Valras. Donc, les formes de l'oligopole, maintenant, plusieurs formes. Il y a deux grandes catégories, grosso modo, deux grandes formes. C'est l'oligopole par les offreurs. L'oligopole par les offreurs. Donc, on peut avoir une multitude de demandeurs et seulement quelques offreurs face à nous. C'est le cas du marché de la téléphonie mobile, du forfait. C'est-à-dire qu'on a 66 millions de Français et on a Free, Bouygues, Orange, SFR. Donc, très peu d'offreurs et un risque que, du coup, ils s'entendent sur le prix et qu'ils fassent monter les prix. On va regarder dans un exercice aussi tout à l'heure, mais ça a déjà été fait, il y a déjà eu des ententes et ils ont déjà été sanctionnés pour ça. Ça, on le reverra. Donc voilà, ça c'est la première forme d'oligopole, un oligopole par les offreurs. Et moins souvent, on a l'oligopole par les demandeurs, c'est-à-dire avoir beaucoup d'offreurs, multitude d'offreurs, mais très peu de demandeurs, parce que c'est un bien qui peut être rare à trouver, je sais pas, rare à demander, comme je sais pas, ça peut être que de l'industrie, un type d'industrie qui prend ce bien-là, par exemple. Mais ça peut être aussi le commerce de gros, par exemple le lait, qui va acheter des milliers de litres de lait chaque jour. Bon, en fait, c'est que Leclerc, les grandes surfaces, etc. Et donc, souvent, le problème, on entend les protestations des producteurs laitiers qui sont mécontents des prix. Pourquoi? En fait, parce qu'on est dans une situation d'oligopole par les demandeurs. Il y a beaucoup de fermiers qui élèvent des vaches, mais très peu de gens pour acheter leur lait. Vous n'allez pas acheter tout le lait d'une ferme, évidemment. Donc Leclerc, Carrefour et quelques-uns, souvent c'est des groupes qui s'appellent Lactalis par exemple, et Lactalis va acheter en fait les litres de lait à quasiment tous les fermiers, enfin il y en a peut-être plusieurs, mais voilà, très peu de demandeurs de lait. Voilà pour cette deuxième forme de l'oligopole. Voilà, ça c'était le premier point. On passe au 2.2. Le dilemme du prisonnier explique pourquoi s'entendre est rationnel. S'entendre est rationnel. D'abord, rationnel, vous vous souvenez ce que ça veut dire, vous regardez sinon dans le chapitre 1, mais c'est l'idée qu'on calcule les avantages et les inconvénients à chaque fois. On va être rationnel parce qu'on va réviser plus une matière à fort coefficient au baccalauréat qu'une matière à faible coefficient au baccalauréat. Donc rationnel, c'est aller vers le plus efficace pour maximiser ses avantages. Là, on a dit en concurrence pure et parfaite que les gens vont poursuivre leur intérêt égoïste. C'est la métaphore de Smith, du boucher. On l'avait déjà vu. Donc en poursuivant mon intérêt, finalement, je fais le bonheur du plus grand nombre. Là, on va voir dans le dilemme du prisonnier que ce n'est pas toujours le cas.
Donc pourquoi? Le dilemme du prisonnier, c'est quelque chose qui est évoqué en psychologie, en sociologie, en économie, en sciences politiques. Donc c'est un théorème finalement qui a été énoncé par Tucker à Princeton, université américaine, en 1950, et qui montre qu'il y a un intérêt en fait à ne pas rechercher notre égoïsme, mais à coopérer au contraire. Donc je vous donne l'histoire finalement. Il y a 2 suspects qui sont arrêtés par la police. Mais les agents de police n'ont pas assez de preuves pour les inculper. Donc, ils les interrogent séparément en leur faisant la même offre. Si tu te dénonces ton complice et qu'il ne te dénonce pas, si tu dénonces ton complice et qu'il ne te dénonce pas, tu seras remis en liberté. Et l'autre écopera de 10 ans de prison. Si tu le dénonces et lui aussi, les deux se dénoncent, vous écoperez de 5 ans de prison. Et si personne ne se dénonce, ni l'un ni l'autre, vous aurez tous deux 6 mois de prison. Donc je vous mettrai sous la vidéo le petit tableau qui récapitule tout ça pour bien avoir en tête les choix. Et finalement, chaque prisonnier va réfléchir égoïstement à son dilemme. Le dilemme, c'est qu'est-ce que je vais faire? Donc, il réfléchit et il calcule. En fait, il y a 2 cas possibles, selon la réaction du complice. Alors, dans le cas où mon complice me dénonce, si je me tais, je prends 10 ans de prison. Et si je le dénonce, j'en fais qu'à 5 ans. Donc, j'ai plutôt tendance à le dénoncer, dans le premier cas. Si je me tais, je fais 10 ans. Si je le dénonce, j'en fais 5. Voilà, peu importe qui a fait quoi. Dans le cas où il ne me dénoncerait pas, dans le cas où le complice ne dit rien. Si je me tais, je fais 6 mois de prison. Voilà. Mais si je le dénonce, et que lui il dit rien, je suis libre. Dans les 2 cas, j'ai intérêt à le dénoncer. On est d'accord. Donc, je vais le dénoncer si je poursuis mon intérêt individuel, rationnel. C'est rationnel de dénoncer l'autre, dans ce cas de dilemme. Mais si chacun des complices fait ce raisonnement, parce que l'autre il va réfléchir pareil, ça va être la même chose, les deux vont probablement choisir de se dénoncer mutuellement. Ce choix étant le plus rationnel pour les deux. Donc, concrètement, si chacun se dénonce, chacun fait 5 ans de prison. Or, si tous deux étaient restés silencieux, ils n'auraient écopé que 6 mois. Donc, si chacun réfléchit en termes individuels, finalement, eh bien, c'est sous-optimal. 5 ans de prison, c'est-à-dire, si on le met en matière économique, on peut avoir une guerre des prix entre 2 entreprises, s'il n'y a pas d'entente. Par contre, si on coopère, eh bien là, on minimise notre peine, dans le cas du dilemme de prisonnier. Donc on a intérêt à coopérer. Et donc ça, c'est dans plein de domaines. Donc contrairement à ce que dit Walras, et puis un économiste qui s'appelle Pareto, où il dit c'est optimum si chacun fait recherche son égoïsme, Smith aussi, Adam Smith, je vous l'ai dit, parle de ça, et bien en fait c'est faux. C'est pas toujours le cas. Sur par exemple une route pour aller au lycée, si tout le monde vient en voiture parce que c'est bien d'aller en voiture, il fait plus chaud, c'est confortable, il n'y a pas besoin d'être dans le bus les uns contre les autres, si tout le monde fait ça, ça fait des bouchons. Donc l'intérêt individuel conduit pas nécessairement au bonheur collectif. Et là, être rationnel, c'est pas forcément choisir son bonheur individuel, son intérêt égoïste. Dans ce cas-là, on a intérêt à coopérer. Et voilà. Donc, je vais vous laisser aussi faire l'exercice 3, page 39, qui est une application du dilemme du prisonnier sur le marché du portable entre Bouygues et SFR. Et vous allez voir aussi que ça fonctionne bien. Donc, je vous laisse ça, puis en cours, on fera la correction de cet exercice-là. Voilà, avant d'entamer après le travail sur dossier que vous allez faire. Voilà pour la deuxième vidéo de le petit 2.